Ce qui, finalement, a dominé les travaux empiriques, c'est l'approche que je présente ici, qui est l'approche de la langue comme attribut individuel, qui se développe au même moment. Ce que vous aurez constaté, à part de Marshak, 65, tout le reste du monde, c'est 70-78. Donc, c'est le fleurissement de la littérature sur l'économie de la langue à ce moment-là. Reynaud, juste un petit peu avant, mais publié en 72, Reynaud et Marion, la langue comme attribut ethnique. Donc, c'est l'approche de Becker sur la question des relations entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, qui est appliquée au cas des relations entre Canadiens français et Canadiens anglais, les groupes ethniques là, au sens strict de la chose, c'est les données qu'ils utilisent, pour essayer de modéliser discrimination, ségrégation entre francophones et anglophones au Canada et en particulier au Québec. Reynaud et Marion ont estimé quelques équations de revenus qui n'ont jamais été publiées. On les trouve dans une annexe du rapport de la Commission bilinguisme et culturaliste. Ce qui a été publié est plus une discussion théorique, justement, d'un modèle de deux groupes beckeriens avec discrimination. Breton, au même moment, lui, il dit non, c'est pas ça. Vous ne l'avez pas du tout. La langue, c'est le capital humain. Ça nous ramène à l'argument de Marshak de 65, mécanisme de communication, et implicitement aux arguments de Carr, Breton, Miskarski, qui est la langue, une langue qui va émerger parce qu'elle sert dans le commerce et la communication, ou dans le cas de Carr, elle sert de façon générale de l'administration publique et au Canada. Bon, moi, ce que j'ai fait dans ma thèse de doctorat, c'est de dire, écoutez, c'est les deux. La langue est clairement un attribut ethnique. Les gens se disent francophones, italiens, n'importe quel groupe linguistique que vous pourrez penser. Ce n'est pas le seul attribut ethnique. Bon, par exemple, les personnes de confession juive s'identifient plus à l'aide de leur religion que de la langue, nécessairement. Mais c'est clairement un déterminant important de l'ethnicité. Mais par ailleurs, c'est toujours du capital humain. Du capital humain plus ou moins utile, s'il y a 50 ou 80 personnes qui parlent une langue, vous pouvez parler entre ces 80 personnes-là, mais ce ne sera pas tellement utile. Par exemple, les langues aborigènes au Canada, qui n'ont que quelques centaines de personnes qui les parlent présentement, qui sont vraiment en point d'extinction. Mais même pour des plus petites sociétés, par exemple la Slovénie, qui a à peu près 1,8 million de Slovènes, la question qu'eux se posent, c'est oui, c'est très bien le Slovène pour communiquer entre nous, mais c'est un capital humain qui est finalement un rendement élevé sur un petit territoire et un rendement non existant en dehors de ce territoire-là. Donc, qu'est-ce qu'on se prend comme langue complémentaire? Et eux ont choisi l'anglais, en l'occurrence. Ils apprennent donc l'anglais dès l'école primaire en Slovénie. Je ne sais pas si c'est appris mieux qu'au Québec, en tout cas, ils apprennent certainement dès l'école primaire. Donc, cette acceptation de la double dimension de la langue, je pense, nous ouvre des possibilités intéressantes en termes d'analyse. Puis, après coup, François Gray, qui a fait la conférence inaugurale de l'Observatoire au mois de mai dernier, et qui est maintenant le leader incontesté dans le domaine de l'économie de la langue à travers le monde, a rajouté des éléments comme la langue comme bien marchand ou non marchand, la langue, donc, qui n'a pas seulement une valeur monétaire. Il a fait beaucoup d'analyses également de politique publique. Et M. Gazzola, qui est peut-être le dernier à contribuer à ce sujet, a travaillé souvent dans cette façon. Bon, dans la tradition ethnique capital humain, il faudrait rajouter, là j'ai pris la tradition, si vous voulez, québécoise, canadienne. Il y a en parallèle un ensemble de travaux pour les États-Unis, Barry Chiswick, Gilles Grenier a travaillé là-dessus un doctorat également, Miller en Australie a travaillé avec Chiswick énormément. C'est le même genre d'approche, essentiellement. Et là, bon, on a des résultats pour toutes sortes de pays. Au fur et à mesure que des bases de données se sont généralisées ou devenues disponibles, récemment, j'ai vu des résultats, par exemple, sur le rendement des langues étrangères en Turquie.
Donc, l'anglais, le russe, l'allemand, qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui n'est pas payant. Donc, si on faisait l'état des travaux empiriques, disons, en 2015-2020, dans les années courantes et immédiatement à venir, ce qu'on trouverait probablement, c'est un intérêt fort pour la langue comme capital humain. Et est-ce que ça peut guider les décideurs publics sur les choix d'investissement? Qu'est-ce qu'on doit enseigner? À qui et à quel moment? Puis dans le cas du Maroc, par exemple, l'Observatoire du Maroc, on peut prendre ça comme exemple. Quand est-ce qu'on doit enseigner l'anglais? Au niveau primaire, au niveau secondaire, seulement au niveau universitaire. En Éthiopie, on a fait le choix que l'université se fait en anglais partout dans le pays. Donc, c'est un choix qui implique que les gens qui auront eu l'opportunité d'apprendre l'anglais plus jeunes auront une meilleure chance d'entrer à l'université ou une meilleure chance de réussir. Mais à nouveau, c'est une question de capital humain. Dans le cas de l'Éthiopie, on ne voulait pas donner à... Il n'y a aucune langue qui est majoritaire. Le oromique, à peu près 30 de la population. On ne voulait pas donner à aucune langue ce statut de langue universitaire. Puis on se disait que si on créait des universités dans chacune des langues régionales, on n'aurait pas de masse critique. Donc, on a fait un choix d'utiliser l'anglais. Alors, c'est intéressant. Alors, ça nous amène donc aux politiques linguistiques, ces choix. La première observation, un peu peut-être simple, c'est qu'il y a toujours une politique linguistique, implicite ou explicite, privée et publique. De dire qu'on n'a pas de politique linguistique, c'est faux. On fait des choix tout le temps. De dire qu'on laisse le marché décider, c'est tout à fait correct. C'est une politique de ne pas intervenir, de laisser faire. C'est un choix politique qu'on peut faire. Il ne faut pas dire que ce n'est pas une politique, c'est un choix que l'État a fait. Les États-Unis n'ont pas de langue officielle au niveau fédéral, c'est un choix qu'ils ont fait. Et si on regarde la pratique américaine, ce qu'on voit, c'est une croissance de l'utilisation de l'espagnol. Si vous avez une politique, que ce soit explicite ou non, est-ce que vous voulez cibler l'offre ou la demande, l'utilisation ou la valeur d'une langue? Si vous ciblez l'offre, c'est des questions de formation. Est-ce que vous voulez qu'on enseigne, par exemple, je prends le cas québécois, l'anglais de façon intensive au deuxième cycle du primaire? Bon, ce serait un choix qui assurait que peut-être un plus grand nombre de francophones avaient une connaissance adéquate de l'anglais qu'ils n'ont pas présentement. Si c'est la demande, bon, vous êtes l'Irlande du Sud, pas l'Irlande du Nord, l'Irlande indépendante. Vous avez, si on est généreux, vous avez 5 des Irlandais qui parlent irlandais. Si on est un peu exigeant, ça va être moins que ça. Vous avez l'enseignement de l'irlandais depuis des années qui semble, oui, donner une base en irlandais, mais ce n'est pas utilisé. Alors, si vous vouliez accroître la présence de l'irlandais, probablement que dans ce cas-là, ce serait plus une question de demande, de faire une décision, par exemple, que dans certaines réunions au gouvernement, elles devront se dérouler en irlandais. Là, vous forceriez les gens à utiliser les capacités linguistiques qui sont le résultat des politiques d'offres. Bon, là, quand vous mettez ça en place, il va y avoir un choc pour les personnes déjà là. Vous allez peut-être avoir besoin de faire une reformation en irlandais ou tourner sur les bases. Mais c'est clair que le fait que tout le monde ait des bases, l'irlandais ne fonctionne pas. Au Pays de Galles, c'est un peu moins clair. Parce que la masse critique de parlants gallois est plus de l'ordre de 20 à peu près. 20, à nouveau, je ne sais pas comment vous mesurez de parler adéquatement. Non. 20 semble un chiffre raisonnable. Et là, ce n'est pas inconcevable dans certains environnements qu'on puisse parler gallois sans trop de problèmes. Donc, peut-être que là, les politiques doivent être plus sur l'offre pour augmenter le nombre de personnes qui parlent vite que sur la demande. C'est une question empirique. Est-ce que votre politique, c'est pour une langue nationale majoritaire ou minoritaire? J'étais en Slovénie au mois de septembre, rencontrer des gens de l'Institut d'études ethniques.
les minorités italophones et hongroises de Slovénie sont protégées par la Constitution. Et la Constitution dit qu'un ensemble de services doit leur être offert, quel que soit le nombre. Autrement, l'approche canadienne, là où le nombre le justifie à la loi sur langue officielle. Et donc, vous avez, arrondissons, 2 millions de Slovènes, vous avez 2500 italophones qui ont droit à la télévision en italien, la radio en italien, les services municipaux en italien. Et j'ai compté hors de la réunion le cas classique au Canada, dans les provinces canadiennes anglaises, c'est si un francophone se fait arrêter par un policier de la GRC qui ne peut pas le servir en français, c'est possible de contester que le billet est anticonstitutionnel et de s'en tirer comme ça. C'était des cas en cours où c'était accepté. Donc, j'ai souligné ça comme ça et j'ai eu droit à un grand éclat de rire d'une personne italophone qui a dit qu'elle avait fait la même chose en Slovénie. Elle avait dit que le policier qui l'avait arrêté dans une municipalité où les services devaient être offerts en italien et en slovène, n'avait pas pu la servir en italien, et donc l'arrestation était illégale, blablabla. Et finalement, son billet, elle n'a pas eu le payer. Et 2500, ça fait cher. C'était bien, disons. Ouais. Et ils sont moins que 10 000 Hongrois. Donc, le chiffre qu'on m'a donné, c'est 8 000, je n'ai pas vérifié. Et ce qui est regarde dans ce cas-là, c'est que la minorité linguistique la plus importante dans Slovénie, ce sont les minorités serbe-croate-bosniaques, qui parlent fondamentalement la même langue, qui proviennent de l'ancienne Yougoslavie, qui est installée là. Eux, ils sont, si on agrège les trois ensemble, c'est à peu près 1% de la population, à peu près 20 000. Eux ont droit à rien. Zéro service dans ces langues-là, parce qu'ils ne sont pas couverts par la Constitution. Donc, langue nationale, majoritaire ou minoritaire, vous pouvez avoir des résultats un peu étranges. Pourquoi c'est comme ça en Slovénie? C'est parce que lorsqu'on voulait fixer les frontières définitives de l'Italie et de la Yougoslavie après la Seconde Guerre mondiale, les Italiens et les Hongrois ont négocié avec les puissances occupantes, qui étaient les Américains et les Britanniques, pour obtenir des droits pour leur minorité dans la constitution yougoslave. La Slovénie étant un État successeur à cette constitution, a importé dans sa constitution les mêmes droits. On me dit qu'en Croatie, la minorité italienne est plus importante, donc peut-être qu'il y avait une logique. La Slovénie, c'est un peu petit. Évidemment, la question de politique pour langue internationale, ben, c'est ça la question que j'ai l'exemple pour le Maroc. Au Maroc, comme langue nationale, on pourrait discuter de l'arabe et du berbère. Est-ce qu'on voudrait enseigner en berbère du Maroc, parce qu'on enseigne seulement en arabe. Mais comme langue internationale, on aurait le français ou l'anglais. Bon, présentement, on semble avoir au Maroc arabe et français comme langue dominante. Le berbère, comme dit, est une langue, certains diraient majoritaire, d'autres diraient minoritaire au Maroc. C'est une question empirique. Et est-ce qu'on veut donner à l'anglais une place plus importante? Est-ce qu'on veut faire, par exemple, au Maroc, ce qu'on a fait au Rwanda, et remplacer le français par l'anglais comme langue cible de formation? Alors, une politique linguistique a des coûts, évidemment, coûts de formation, coûts de formulation et supervision. Donc, si vous avez une politique linguistique qui demande seulement des choses du secteur privé, il faudra la formuler, il faudra la superviser. Il peut y avoir des coûts de formation qui vont être très, très importants ou très faibles selon les connaissances. Donc, si on revient à M. Carr, qui voulait que tous les francophones sachent l'anglais, les coûts de formation ont été très importants, mais par contre, les coûts de traduction ont été zéro. C'est un cas extrême dans un cas. En autre cas, on va dire non, c'est pas tout le monde qui sait la langue. On aura de la traduction, de l'interprétation. Donc, si on voit l'assimilation des Irlandais par les Britanniques comme une politique linguistique, entre autres, ça fait disparaître à un moment donné les besoins de traduction et d'interprétation. Mais si je retourne au cas slovène, là-bas, on utilisait l'allemand comme langue officielle parce que c'était parti de l'Empire austro-hongrois. Donc, vous avez finalement les coûts de renonciation à la communication, qui est peut-être la question qu'on néglige le plus.
Si vous avez des groupes d'unilènes et que vous n'offrez pas dans la langue de ces personnes des services publics quelconques ou privés, il n'y aura pas de communication. Ces groupes-là ne pourront pas interagir. Ne pourront pas interagir avec la langue, dans la langue officielle, évidemment, ils sont une langue francophone, disons, au Québec, par exemple, ne peuvent pas interagir en anglais, donc je prie d'écouter Netflix, le Québécois, si ça n'a pas leur lien, mais de d'autres activités auxquelles vous pourrez passer. Je pense que ça, c'est un lien auquel on ne pense pas assez quand on formule une politique linguistique. C'est-à-dire, on se dit, bon, ça va me coûter de temps, puis je vais avoir tel résultat, ou bien ça peut me coûter moins cher, puis j'aurai tel autre résultat. Et je vais avoir le quart de mes documents traduits ou les trois quarts traduits. Je vais avoir un fonctionnaire sur 10 qui peut me servir en minoritaire ou 5 fonctionnaires sur 10, selon ce qu'on veut faire. Mais quelle est la réaction, disons, d'un groupe minoritaire face à une offre restreinte? Est-ce qu'il modifie ses comportements de consommation de services publics et ses comportements d'interaction? Ça, en général, on ne mesure pas ça. Je pense que c'est un petit oubli. Bon, les coûts privés et les coûts publics, évidemment. Les coûts privés sont mesurés par enquête ou encore par simulation. Par enquête, c'est assez difficile. On l'a fait lorsque la loi 101 venait d'être mise en place en 1977. Et Colosult elle a fait une étude en 79-80 sur les coûts de la loi 101. On est allé voir des grandes entreprises, on a demandé combien coûte la loi 101, donc les coûts de formation, les coûts de traduction, et ainsi de suite. Et moi, il y avait des coûts de mise en place, puis il y avait des coûts récurrents. À ce moment-là, on était dans une approche mise en place qui était assez coûteuse. Donc, les coûts obtenus par rapport au long terme étaient probablement surestimés. La simulation, ben, on peut regarder, par exemple, le nombre de personnes qui, selon nous, auraient besoin d'une formation linguistique, faire une estimation du nombre d'heures nécessaires pour ça et trouver le coût unitaire sur le marché. Donc, Berlitz, on vous offre des cours par groupe de 4 personnes, disons $200 de l'heure, quelque chose comme ça. C'est une chose qu'on peut trouver assez facilement, les tarifications. Il suffit d'appeler, vous allez voir les annonces sur le site. Maintenant, à l'époque, dans les journaux. Et là, vous allez avoir une idée approximative du coût pour certains aspects. Même pour la traduction, le coût de traduire un mot au Québec, c'est à peu près 20 sous canadiens. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est relativement stable. Vous pouvez trouver des cotations qui donnent ça. Vous pouvez trouver moins cher, ça l'endroit. Une traduction à peu près correcte, ça va être de l'ordre de 20 sous canadiens. Donc, les coûts publics mesurés par données budgétaires, idéalement, le coût du Conseil de la langue française, le coût du commissaire aux langues officielles du Canada, le coût du bureau d'interprétation ou de traduction du gouvernement fédéral, c'est le genre de choses qu'on trouve dans les comptes publics et qu'on peut espérer utiliser. Et dernière acétate sur les coûts, un exemple numérique que je vais sauter. Différencier activité imposée ou choisie. Il y a eu une enquête de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui demandait aux entreprises du Québec les coûts de la loi 101. C'était en 2012, cette enquête-là. Et une des questions qu'on leur demande, c'est combien ça vous coûte traduire en français vos soumissions à des appels d'offres du gouvernement du Québec. Ça, c'est un coût choisi. Contrairement à l'exigence, par exemple, dans la loi qui est que toutes les conventions collectives doivent être disponibles en français au Québec ou que l'affichage sécuritaire doit être fait en français dans votre usine, ça, c'est clairement des coûts imposés par la loi. Le fait de soumissionner pour un appel d'offres du gouvernement du Québec, ben, vous pouvez choisir de ne pas le faire. Donc ça, ce n'est pas vraiment un coût de la politique linguistique en tant que telle que l'entreprise se voit imposer. C'est un coût de faire affaire. C'est un peu comme si
Elle voulait vendre en Espagne, par exemple, parce qu'elle demandait est-ce que je veux traduire en espagnol mes documents pour vendre mon expertise. J'ai déjà vu dans un musée espagnol, il y a quelques années, une très belle affiche en espagnol expliquant comment assembler et opérer une mitraillette Remington. Clairement, Remington, États-Unis, là, il y avait eu un marché en Espagne, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas qui avait acheté à quel moment, mais ça valait la peine de fournir un gros poster qui disait « Ceci, la mitraillette, mettez ceci là-dedans, 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 tout en espagnol, puis tirez sur la gâchette, ça va fonctionner. » Est-ce que c'était pas un point imposé, c'était choisi par leur part de faire ça pour avoir accès à un marché supplémentaire? Différencier, mise en place et récurrent, on en a parlé tout à l'heure, bien choisir le référentiel. Monsieur Carr, son cas extrême, lui, c'était la disparition du français au niveau officiel au Canada. C'était son référentiel, donc c'est zéro français. Est-ce que ça serait vraiment ça, la situation, ou est-ce qu'il y a une situation intermédiaire? Je ne sais pas, mais il faut faire attention quand on dit les coûts vont être de, si on fait telle chose supplémentaire, c'est qu'on a un point de référence en partant. Il faut s'assurer que c'est bien celui-là qui est pertinent. Et finalement, calculer le coût marginal additionnel d'une langue, je pense que c'est la chose la plus importante parce que, c'est l'exemple de chiffres, c'est pas important. Le point est, c'est que initialement, on a deux budgets, 60 millions et 40 millions pour la majorité et la minorité. La majorité, c'est 800 000 puis 200 000. Calculer la dépense per capita, vous arrivez à 75 $ pour la majorité. À ce moment-là, si la minorité, si le coût marginal est égal au coût moyen, ce sont les coûts constants, le coût de servir la minorité dans la langue majoritaire aurait été 15 millions. Et donc, même si le budget est 40 millions pour la minorité, le vrai coût d'avoir la langue minoritaire en supplément, c'est 25 millions. Alors, souvent, dans beaucoup de travaux, ce qu'on trouve, c'est quelque chose comme nous allons offrir un programme scolaire en langue minoritaire qui coûtera X pour tant d'enfants. Et la tendance, c'est de dire qu'il va y avoir, je vois, 20 enseignants à 50 000 $ par année, un concierge, et ainsi de suite. Mais il y aurait eu probablement 20 enseignants en langue majoritaire. Maintenant, peut-être qu'il faut payer une prime de marché pour avoir des enseignants en langue minoritaire. Peut-être qu'ils sont relativement rares, il faut les payer 55 000 plutôt que 50 000. Et à ce moment-là, le coût de l'enseignement en langue minoritaire, c'est 5 000 fois 20. C'est pas 50 000. Et ce point-là est souvent négligé lorsque les gens veulent, disons, dénoncer des programmes pour les minorités. Ils vont avoir tendance à prendre le coût total et non pas le coût supplémentaire. La question va être, est-ce qu'il y a ou non un coût supplémentaire? Si c'est un bien public pur, bien, il ne devrait pas. Le bien public pur bénéficie à tout le monde, il n'y a pas d'exclusion, pas de rivalité, ainsi de suite, donc ça va. La plupart des biens fournis publiquement sont des biens plutôt impurs ou tendant vers le privé assez souvent. Est-ce que le budget de Radio-Canada est vraiment entièrement dû au fait qu'on sert les gens en français, ou il y a une partie qui serait dépensée de toute façon parce qu'évidemment, il y aurait des correspondants anglophones au Québec si on avait seulement CBC au Québec. Mais là, il n'y aurait peut-être pas le même réseau de diffusion, le même nombre de tours, je ne sais pas. Alors, on se doute que la réponse, c'est que le vrai coût d'avoir Radio-Canada en plus de CBC, c'est quelque chose entre 0 et son budget. Alors, ce genre d'approximation que je faisais avec coût marginal constant, c'est une approximation. Et je pense que c'est important dans les débats parce qu'on a tendance autrement à surévaluer les coûts. Nous, comme économistes, on devrait essayer de donner l'heure juste sur les coûts dans la mesure du possible. Et donc, les bénéfices, qu'est-ce que ça peut être? Des bénéfices psychiques ou symboliques? Oui, j'imagine. Je n'aime pas bien ça.
plus d'exportation, biens et services, éducation, médicaux, tourisme. Bon, est-ce que le fait d'avoir des universités francophones au Québec favorise l'exportation de services d'éducation auprès de l'Afrique francophone? Bien, je pense que oui. Je ne sais pas si Claude, Marcel, Robert vont se rappeler de l'effet Mitterrand sur la fréquentation scolaire à l'Université de Montréal. Je ne sais pas si vous venez de ça. Il est trop jeune. Vous êtes trop jeune? Ah oui, j'oubliais, c'est vous n'enseignez pas en première année, vous ne voyez pas avec les étudiants. Lorsque François Mitterrand a été élu président, on s'est retrouvé avec un ensemble d'étudiants marocains à l'Université de Montréal le septembre suivant. Il y avait 10-12 dans un cours où il n'y en avait eu un historiquement. Je me suis gentiment demandé pourquoi. La réponse avait été Sa Majesté ne veut pas policer dans un pays socialiste. Qu'est-ce qui est resté? Il restait à Belgique et Québec. Je ne voulais pas le boursier de l'État marocain n'allait plus en France parce que c'était un pays socialiste. Mais en termes de capacité d'exportation, on a pu attirer un nombre supplémentaire d'étudiants dans les pays francophones parce qu'on avait des universités francophones. Donc, il y a une dimension, ce n'est pas un argument de réforme, c'est une conséquence. Et il y a sûrement des meilleurs services pour la minorité s'il y a des politiques linguistiques qui ont des services à la langue de minorité. Et donc, le cadre général, c'est l'offre et la demande que Hochevar avait mis de l'avance en 1974, avec le problème que la langue, c'est un bien de réseau, et pour des petits groupes de graphiques, il faut tout à fait approprié, mais pour des groupes qui sont complexes. Et ce que je veux faire, je vais faire une petite pause, voir si c'est quelque chose dans votre passé ou pratique. Je n'ai pas vu aucune icône apparaître. Sur votre petit écran, il n'y a pas d'icône, OK? Il m'a dit qu'il y a des icônes pour apparaître. Est-ce que les questions sur les deux premières parties avant de passer une série d'exemples pratiques de comment évaluer des politiques linguistiques? Juste un commentaire. Je trouve que j'étais en fait discussion. Le long terme n'est pas très présent. Tu dis combien ça coûterait cette année à enseigner les enfants. Mais moi, ma question, c'est si en 1760, le conquérant anglophone avait décidé d'angliciser les Canadiens, 60 000 Canadiens qui n'étaient pas, ça aurait pris 2 générations en 1800. On aurait été une société anglophone, très cultivée, on irait Shakespeare. Et c'est ça la question. Aujourd'hui, on ne peut pas poser cette question. Mais à l'époque, on aurait pu. Je suis tout à fait d'accord. J'ai déjà écrit quelque chose que la non-anglicisation des francophones du Québec les a rendus moins mobiles, moins riches, probablement moins éduqués à cause du moins riche parce que c'était pas rentable. Celui-là, on est un petit peu moins certain. Là. Bon, peut-être l'effet. Après, il y a la fait qu'on serait arrêté des catholiques anglophones ou des protestants. Est-ce qu'on aurait à la fois converti anglicisé? Vraiment converti anglicisé aurait eu plus d'impact que juste anglicisé. Donc, ça, les Irlandais versus les Écossais, par exemple. Non, c'est une chose tout à fait correct. Et on a quelques exemples où ça s'est fait, comme tu dis, et ça aurait pu se faire. Vincent Geloso, j'ai trouvé un texte de lui qui se pose la question pourquoi ça ne s'est pas fait. Il dit c'est pas seulement à cause de la crainte des États-Unis, qui est l'argument qu'on donne usuellement, la loyauté de la couronne versus l'effet des États-Unis, versus recevoir des bénéfices, le français, le catholicisme, le droit civil. Il dit que finalement, si la capacité budgétaire de la Grande-Bretagne était épuisée, il ne pouvait pas se payer une autre assimilation. Je ne sais pas, le moi là. Et c'est l'argument qu'il donne. J'ai vu le résumé du texte, j'ai trouvé là, je peux juger ça attentivement. Oui, mais c'est certain, écoute, si on prend le Rwanda, il est clair que l'anglicisation du Rwanda se fait parce que les dirigeants ne parlent pas français. Les nouveaux dirigeants ne parlent pas français. Mais elle se fait également parce qu'ils estiment qu'à long terme, c'est plus rentable pour eux, considérant leur position en Afrique de l'Est, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Afrique du Sud, pas loin, Zambie, puis ainsi de suite. C'est beaucoup plus rentable pour eux d'avoir l'anglais comme la langue internationale, plus leur langue nationale, que d'avoir le français. Et ils le font essentiellement, l'exemple que tu as donné 40 ans, en gros, c'est ce qui se fait au Rwanda. Et l'une et l'autre ne sont pas des langues. Non, exactement. C'est la problématique dans ce contexte de choix. Quand tu fais le choix au-delà de dire j'abandonne une langue, parce que si
c'est évident. Puis toi, tu te demandes pourquoi il reste au Parlement. Si la rentabilité a déjà pensé à une envie, si la rentabilité était parce que la raison, si la rentabilité aussi, tu n'aurais pas la persistance si considérable que l'offre linguistique, qui prennent une deuxième langue, une troisième langue, une autre langue, pour établir les passerelles nécessaires, mais dont la langue maternelle reste, je dirais, probablement un actif considérable du point de vue de la créativité des gens, de la culture des gens. C'est les Finlandais qui écrivent des romans policiers français, mais ça résulte de toute une histoire, d'une culture. Et je me dis, il y a tout ce bagage-là qui fait la résistance, à mon avis, des langues à une assimilation complète. Non pas la résistance à l'acquisition d'une langue, je dirais, de passerelle. Celle-là, probablement, existe très peu et les gens, de plus en plus, vont se faire. Les gens le font automatiquement. Mais est-ce que la langue, au moins lorsque des masses considérables, des cultures, des histoires considérables, j'ai l'impression que quand je vois ce que tu tiens en compte dans tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment très concret. Tu sais, je veux dire, tu oublies une grande partie d'actifs culturels, d'actifs linguistiques, d'actifs qui, eux, je ne sais pas dans les calculs. Si je me fais à tes calculs, je ne vois pas pourquoi tout le monde parle à l'anglais. Attention, il y a quand même des bénéfices psychiques ou symboliques. OK? Maintenant, tu as fait. Non, mais. Je parle de l'histoire dans laquelle la langue est notre mais capacité de créer dans un environnement linguistique. Les travaux récents de Green, premier conférencier de l'Observatoire, montrent le fait que la diversité a des bénéfices créatifs. Okay? Je ne veux pas l'avocat de l'assimilation, je veux juste donner des exemples de ce qu'on peut faire comme politique. Sur le long terme, je pense, Robert, la question que tu as posée, fondamentalement, qui est celle qui m'embête le plus, moi, c'est quoi la taille minimale? On va avoir un débat au Canada bientôt. On a un débat au Canada, puis on a des choix de politique publique au Canada présentement, qui est pour la préservation des langues aborigènes. J'ai regardé ça récemment par curiosité. La langue la plus parlée au Canada, c'est le cri. Et le cri, c'est la langue justement des James, essentiellement. Les aborigènes sur la côte est des James en particulier. Ailleurs aussi, là, mais la concentration et la vitalité économique du cri est vraiment la plus forte là, parce que là, on peut vivre en cri, on peut travailler en cri, on peut se gérer dans cette langue-là. Donc, ce groupe-là, moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Ça coûte un peu plus cher que si ça avait tous l'anglais ou le français, mais c'est pas une grosse affaire. Mais c'est quand c'est des groupes de 100 personnes, 200 personnes, peut-être une famille linguistique de 3 ou 4 langues, ça va peut-être 2000 personnes au total. Puis on veut quand même maintenir ça. C'est quoi la... Tu sais, les Finlandais, il n'y a pas de problème. Les Slovènes, tu à 1,8 million. Les Slovènes, pour eux, le Slovène, c'est le cœur de leur identité. C'est très clair. Tu regardes dans l'histoire, tu visites le musée de Slovénie, ce qu'on a fait, tu vois 1868, première fois où la mairie de Ljubljana répond en slovène à une lettre d'un administré. Ils savent la date, l'année, le moment où ils ont pu se faire servir en slovène pour l'administration publique locale. Et tu doutes bien que c'est quelque chose d'excessivement important pour eux autres. Je pense que jusqu'à des groupes de 500 000, probablement, la question ne se pose pas tellement. C'est rendu en bas de ça. Moi, et la plupart des langues, pas en part de marché, évidemment, la plupart des langues en nombre de langues sont souvent en bas de 500 000. Et là, je ne sais pas, est-ce que. Mais c'est sûr que les Finlandais ne se posent pas cette question-là. Les Finlandais se posent plus la question, je vais en avant, langue internationale, laquelle que je choisis. J'en choisis une, j'en choisis deux, puis je la fais apprendre comment.
au primaire, au secondaire, à l'université. Je vise-tu tout le monde avec une connaissance de base? Je vise-tu 25 du monde, ils vont à l'université avec une connaissance avancée? Qu'est-ce qui est plus coûteux? Qu'est-ce qui est moins coûteux? Qu'est-ce qui est plus efficace? Ça, c'est le débat qu'on a présentement dans le foie des pays européens entre langue nationale et langue de passage. Mais là aussi, dans les pays européens, beaucoup de langues minoritaires, le breton, le corse, le galicien. Certaines stratégies, moi, on m'a exposé, en septembre, on m'a exposé une stratégie qui m'a beaucoup étonné. Donc, le galicien dans le nord-ouest de l'Espagne est finalement une version du portugais. Certains vont même vous dire que le portugais descend du galicien, du point de vue linguistique. Donc, ça serait du nord vers le sud. Je ne suis pas linguiste, mais c'est les linguistes qui m'ont expliqué ça. Président qui a raison. Mais le galicien est très mal perçu par les galiciens. Ils n'ont pas contrairement à aux Finlandais qui ont une très bonne image d'eux-mêmes, il me semble que dans le cas de. Là, c'est pas juste le langage sous-national qui est un langage national. La stratégie qu'on envisage, c'est de faire la promotion du portugais en Galicie comme instrument de succès économique pour vendre au Portugal et au Brésil. Puis ensuite, elle a dit, mais vous voyez, c'est du galicien dans le fond. Un petit peu tordu. Je vous assure, c'est ce qu'on m'a expliqué. Je me suis fait expliquer 2 fois. Parce que la première fois qu'ils m'ont expliqué, je dit, non, François, tu n'as pas compris, là. Non, les gars, non, c'est ça, ma stratégie, c'est de convaincre c'était quelqu'un de l'administration linguistique de Galicie. Il m'expliquait qu'il n'y avait pas de passé de mois sur la promotion du portugais, mais dans leur tête à eux, ça aurait pour effet de renforcer éventuellement. Alors, il y a beaucoup de stratégies qui sont en train de se développer. Moi, le commentaire que nous, comme économistes, qu'on peut faire, c'est essayer de convaincre les gens de mesurer correctement les coûts, à tout le moins. À long terme, les coûts des politiques linguistiques provinciales au Canada, pour 3/4, sont le coût d'offrir l'enseignement en langue minoritaire aux groupes minoritaires, donc les franco-albertains, par exemple, les franco-ternevais, ce que vous voudrez. Ça coûte une fortune. Ça coûte 5-10 000 $ de plus par élève qu'enseigner en langue majoritaire. Mais ça, c'est la question de Robert. Ça, c'est une politique de maintien du groupe. Ce n'est pas une politique d'utilisation de la langue. Alors, essentiellement, ce qu'on a, par exemple, en Alberta ou à Terre-Neuve, c'est qu'on maintient la connaissance du français chez le groupe minoritaire, mais la possibilité d'utiliser dans aucune activité publique ou privée est à peu près 0. Alors, est-ce que c'est suffisant à long terme? Non, mais là, c'est des petits groupes, des dizaines de milliers de personnes. Si on les traite comme communautés séparées, mais qui ont accès à un grand marché francophone de Québec auquel ils pourraient migrer. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de mesurer les impacts de politique? Il y a différentes approches plus ou moins faciles. Ça, c'en est une très facile, c'est le pourcentage des élèves allophones primaires et secondaires fréquentant l'école de langue anglaise du Québec sur les 2015. Et 85,4, 85,4, c'est les allophones à l'école anglaise. Et ici, vous avez 10,6. Donc, on voit très bien, ça, c'est un exemple très précis. Une clause, une politique linguistique, fréquentation de l'école française pour les enfants immigrants, qui font que l'école anglaise passe de 85 à 10, donc l'école française elle passe de 15 à 90. Mesure très simple, pour une analyse économétrique compliquée, on avait une réglementation, on l'a fait. Oui, ça a fonctionné. Ça, c'est l'exemple le plus clair. Deuxième exemple, l'utilisation du français au travail, en tête répétée, bien là, c'est pas mal moins évident. Ça, c'est la somme des deux, général et exclusif. On avait 64 et 19 pour 83. On a 67 et 22, ça nous fait 89 pour le groupe. Il deviendrait vraiment un peu plus intéressant d'essayer de comprendre. Là, c'est pas une réglementation qui dit vous irez à cette école-là et non pas à celle-là. C'est un ensemble de politiques qui ont accru l'offre de français et la demande, supposément. Donc, il aurait été préférable de faire des analyses d'enquête pour comprendre qui étaient les gens là-dedans. On va pas tout faire. Oups. Ça, c'est probablement la Cadillac des méthodes. C'est la mise en œuvre ordinaire du rendement
des langues sur le marché du Québec, 70-2010. On voit les humains anglophones qui passent de plus 10 à moins 10 de rendement. Le logarithme du revenu du travail, fonction d'éducation, expérience et son carré, semaine travaillée, attribué linguistique. Résultats significatifs à 5 etc. Échantillon énorme, dizaines de milliers de personnes pour chacune des régressions. On a le même résultat, ça c'est pour les hommes, comme c'est indiqué ici, le résultat similaire pour les femmes. Sauf que ça, c'est un résultat qui est tellement gros qu'il ne peut pas être dû à une politique linguistique. La politique linguistique québécoise s'est accompagnée de la menace de la souveraineté, du départ des anglophones du Québec en plusieurs vagues, de la refrancisation de la propriété des firmes avec la Caisse des dépôts de placement du Québec, de la croissance de l'emploi du secteur public francophone, public, parapublic, privé-public au Québec, et ainsi de suite. Alors, celle-ci, c'était un cas très clair, une politique, une clause dans une loi qui dit vous allez à telle école, un changement très mesurable. Ça, la langue, on dit, ouais, c'est vraiment associé à une politique linguistique, la langue, l'utilisation, on prend plus de français. Mais là, pour les revenus, je pense que la seule chose qu'on peut dire, c'est que la politique linguistique explique une partie du changement pour être capable de dire la différence. Quand je me disais cet exemple-là, c'était de la même manière que je disais plutôt, attention de ne pas attribuer tous les coûts des institutions pour les minorités au fait d'être minorité. Il y a peut-être des coûts qui auraient été encourus si c'était une majorité. De la même manière, attribuer, je pense en sens inverse, d'une façon différente, ne pas attribuer à une politique linguistique tous les effets. Il y a des gens qui sont portés à dire « Ah, c'est la loi 101 ». La preuve, c'est le rendement de la langue. Et le rendement de la langue s'explique par beaucoup de choses que les politiques linguistiques. Et donc, si des gens veulent évaluer l'impact de la politique linguistique à travers le temps, il faudrait vraiment qu'on puisse le faire à neutralité d'autres effets, et dans le cas du Québec, c'est pas possible. Donc, souveraineté, mouvement de population. Bon, certaines personnes disent qu'il faudrait examiner la rémunération des Anglo-Québécois qui sont au Québec. Je pense que pas vraiment, je ne vois pas comment le faire de façon cohérente en disant si c'était au Québec, voici ce qui serait produit. Je pense que c'est un contre-facteur que je fais. Bon, les coûts publics du bilinguisme dans les documents publics, dans le cas du Canada, alors ça c'est un court terme, on est bien d'accord, il y a les coûts observables dans le budget. En traduction, commissaire aux langues officielles, on fait la somme. Il y a les coûts calculables par méthode nationale, Radio-Canada et le CBC, par exemple, l'exemple que j'ai donné, où je dis, bien, écoutez, ça coûte tant à servir les gens en anglais, ça coûte tant à servir les gens en français, je prends le coût additionnel pour le nombre de personnes servies. La question, dans ce temps-là, ce qui est embêtant, c'est qu'est-ce que c'est qu'un francophone? Est-ce que c'est des unilingues ou des langues maternelles? Ça fait une différence. Il y a 4 millions d'unilingues francophones à peu près au Canada, mais il y a à peu près 7 millions de francophones de langue maternelle. Alors, je vais changer mes résultats que je prenais. Dans un cas, c'est le marché nécessaire, les unilingues francophones. Dans l'autre cas, c'est le marché peut-être qui souhaite être servi en français, mais qui peut être servi en anglais. Et les coûts, ce que j'appelle les coûts inférés par une méthode subtractive. Alors, je prends l'ensemble du budget fédéral, j'enlève tout ce qui n'est pas affecté par la langue. Bon, les paiements pour la dette publique, les transferts aux provinces pour les individus, ça n'a pas beaucoup de contenu linguistique. Finalement, je me retrouve avec pas beaucoup d'argent. Il y a certains, bon, vous faites de la publicité pour recruter des gens des forces armées canadiennes. Vous la faites dans 2 langues, ça vous coûte un peu plus cher que dans une langue. Parce qu'il faut traduire, s'assurer que c'est correct. Probablement qu'il faut acheter des quantités de publicité un peu plus faibles dans les 2 langues, donc le coût du temps est un petit peu plus élevé. Sur amortir les coûts fixes sur 2 langues, et ainsi de suite. Et donc, on peut faire des inférences. Le résultat, j'arrive, ça coûte à peu près 0,1 à 0,15 du PIB canadien en 2005, les politiques linguistiques fédérales, ou 50 $ par capita à l'époque. Est-ce que c'est élevé? Pas vraiment. Je pense que 0,1 à 0,15 du PIB. Les coûts de perception des impôts au Canada, pour avoir un ordre similaire, une mesure réglementaire, si on veut, c'est de l'ordre de 2 à 2,5 du PIB dans la même période.
En gros, ça, c'est un dixième, même pas un dixième du coût de percevoir des impôts, entre un dixième et un vingtième. Maintenant, percevoir les impôts, c'est beaucoup d'autres fonctions que d'autres dames, mais c'est un exemple qui est beaucoup qu'on peut poser sur ça. Bon, coût privé. Comment on ferait ça? Oups, c'est le québécois. Coût de traduction. La question que je me suis fait poser là-dessus, c'est que est-ce que c'est vraiment une part de l'enseignement, des exigences fédérales? Mais il y a un marché de traduction au Québec qui est de l'ordre de 400 millions en 2016. Si vous regardez les autres provinces canadiennes, vous vous rendez compte que l'activité de traduction est plus importante par rapport à ce que vous voudrez PIB ou population au Québec d'ailleurs. Donc, on se doute que c'est à cause du français. Est-ce que c'est récemment dans la réglementation de loi C1? Disons oui. Il y a eu une étude qui a été faite pour la Présente Alerte indépendante en 2017 sur l'ensemble de la réglementation fédérale, provinciale, municipale. Si vous regardez, vous voyez apparaître des choses comme l'impôt sur le prix des affaires dans toutes les provinces. Ensuite, la CSST dans toutes les provinces. Et à un moment donné, il y a le groupe Haute. Le groupe Haute, c'est là où la loi 101 serait. Vous regardez les pourcentages, le Québec a un pourcentage plus élevé pour Haute. À moins qu'il y ait une autre réglementation, parce qu'il y a une numération assez complète et comparable entre les provinces, la chose qui distinguerait le Québec en réglementation, c'est la loi 101. Donc, on peut penser que ce pourcentage plus élevé indique quelque chose à ce endroit-là. Moi, j'arrivais entre 150 puis 225 millions. On connaît ce commentaire. Alors, le coût privé, la loi 101 au Québec, en 2016, entre 0,15 et 0,2 dixièmes de 1% du PIB. Quand on regardait les coûts de mise en place de la loi 101, on est arrivé à des choses entre 1/4 et 1,5 de 1% du PIB au moment de la mise en place, à la fin des années 70. Donc, ce n'est pas entièrement absurde. Donc, il y aurait des coûts qui continuent à exister d'avoir une législation linguistique au Québec. Et ça, c'était un exemple de la méthode de simulation. Oui, vous pouvez y aller. Les trois sages s'en vont à 1 heure. Ça ne veut pas dire que c'est plate. C'est un policier qui partait. Hey, ils sont restés 3 minutes de plus, je devrais me sentir content. Ça, c'est juste un exemple d'une méthode de simulation. Là, vous n'avez pas de données d'enquête, vous n'avez pas de données publiques. Vous n'avez pas de données du recensement. Vous n'avez pas de données administratives, comme j'avais pour la politique d'enseignement. Qu'est-ce qui vous reste? Des simulations. Alors, j'avais une idée, c'est la question que je devais poser. Qu'est-ce que ça veut dire de passer de la langue coloniale, l'espagnol, par exemple, à la langue locale, le quechua, pour l'enseignement primaire? C'est une question que la Banque mondiale nous a posée à François Gray et moi il y a 18 ans. On a posé des questions. Qu'est-ce qui va changer? Le taux de répétition va diminuer. Donc, les enfants comprenant mieux ce qu'on leur enseigne vont échouer moins souvent. Par ailleurs, ils sont tous à réduire les coûts. Mais par ailleurs, le taux d'abandon va diminuer, augmente les coûts. Il y a plus de monde qui reste dans les écoles, ça prend plus d'enseignants. C'était pas évident. Il y a 2 effets sur le coût. Mais, si vous regardez, finalement, en faisant la somme, puis ici, ce qu'on a fait disparaître on passe de 40 à 20 de répétition, on fait disparaître une des années, on arrivait que le coût total était un peu plus faible avec la langue locale, malgré le fait qu'il y avait plus de monde qu'avec la langue dite coloniale historique. Ça, c'est certainement la méthode la plus contestable. Mais souvent, on se fait poser la question, bon, mon gouvernement envisage je n'ai pas de données, qu'est-ce que je peux dire comme économiste? Nous, ce qu'on a fait, on est allé lire des écrits existants. On a trouvé des indications sur le coût des supplémentaires des manuels. On a trouvé une courbe de coût par quantité de manuels imprimés, qui avait la forme d'une courbe de coût normale. Elle diminuait quand la quantité augmentait. Il n'y avait rien d'étonnant à ça, c'était beau.
On avait trouvé des indications que ça prenait de la formation linguistique pour les enseignants, combien ça pouvait coûter. On a simulé avec ça un coût raisonnable, puis on pouvait dire que c'était 7,5 de plus élevé. Alors, ce qu'on voit ici, c'est 7,5 %. Là, ça devient plus élevé parce qu'on présume ici, c'est là où l'abandon se faisait. Et 195-90, là, les gens continuent. Mais le taux de répétition est plus faible une année que l'autre, donc on peut finir le primaire en 6 ans plutôt qu'en 7. Ce qui n'est pas là, ce qui est amusant, on a fait des calculs, c'est quel est le rendement d'une éducation primaire complétée. Il y a des, dommage que l'autre soit partie de notre expert en éducation, il y a des études qui sont faites là-dessus qui montrent que le taux de rendement de la formation primaire fait de l'ordre de 30 en fait par rapport à ne pas terminer son primaire. Parce que ça implique que vous savez lire et écrire. Essentiellement, c'est ça que vous savez lire et écrire. Et si vous avez un tel rendement, même de petites variations dans le fait de terminer ou non son école primaire, va être terriblement rentable. C'est très, 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 très payant. Mais ça, on le faisait uniquement côté coût. Ici, je ne présente pas les côtés bénéfices. Dans l'étude, on a fait le calcul des bénéfices. Bon, je pense que c'est dans le dernier ou avant-dernier exemple. On s'est fait poser, M. Gray et moi, encore une fois, une question par le Conseil du Trésor néo-zélandais. Parce que le parti au pouvoir était soutenu par un parti maori. Donc, il y avait une coalition majoritaire. Le parti maori avait imposé des politiques pro-maori au gouvernement. Alors, le Conseil du Trésor nous a demandé quelles seraient les meilleures politiques pro-maori. Et donc, on a fait un droit d'analyse, etc. On a regardé 4 cas plus intéressants. Les affiches routières en gallois, la TV en gallois, donc dans les pays de Galles, et l'éducation en basque. On a fait le coût par heure en euros, le nombre de locuteurs, l'effet sur le nombre de locuteurs, l'effet sur la compétence des locuteurs, l'effet sur l'utilisation des langues. Le coût le plus élevé, c'est la fiche routière en gallois. Pourquoi? Ben, je ne sais pas si vous avez déjà vu du gallois. C'est long comme ça. En moyenne, un mot gallois est 2 fois long comme le mot anglais qui est traduit en gallois. Et assez souvent, à peu près possible à prononcer aussi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de consonnes. Mais surtout, cette fiche routière en gallois, les non-gallois, ça ne leur sert pas partout. Les gallois, en général, ils savent où ils sont. Ils n'ont pas de besoin. La fiche routière en gallois, elle ne sera pas utilisée par personne, finalement. Sauf peut-être le petit jeune qui n'est jamais sorti de chez lui. La première fois qu'on dit sa voiture, il veut savoir comment rentrer au village. Là, comme c'est le gallois, il dit la fiche en gallois. Mais 99% du monde l'utiliseront parce qu'ils ne savent pas le gallois, mais parce qu'ils savent ce que c'est. Donc, le rendement de la fiche routière en gallois était faible. Même si on a pris la peine de capitaliser, de trouver la durée de vie typique d'une affiche routière, le coût unitaire, puis d'actualiser sur 10 ans le flux des services d'affiches, parce que la TV en gallois, l'éducation en basse, c'est un produit annuel. Alors que l'affiche, offre des services à tous les jours, mais est quelque chose qui était un coût en capital. Donc, on avait transformé le capital en service. Alors, essentiellement, ce qu'on se rend compte, c'est pas surprenant, et ça correspond au choix fait au Canada, au niveau constitutionnel, de mettre l'accent sur l'éducation de la minoritaire. Ce qui est le plus rentable, c'est l'éducation de la minoritaire. Si vous n'avez pas ça, c'est le fondement. Ensuite, la TV était plus logique. Mais ça, pourquoi les gens aimaient ça, les affiches routières? Parce que c'est symbolique. Parce que ça met du gallois dans le paysage public. Dans la région du nord-est de l'Italie, au nord-est de Venise, au nord de Trieste, ça s'appelle le Vinici Friuli. Le Friuli est une langue locale parlée, me dit-on, par 600 000 personnes. C'est une langue d'origine romaine, avec un petit peu de germanique dedans. Personne ne connaît trop l'histoire du Frioul, mais après, c'est pas bien. Ils ont les affiches routières. Le plus beau cas, ce qu'on m'a expliqué, non seulement les affiches routières Frioul italiennes, mais l'État central le pays pauvre. Ils sont tout contents. Ils ont dit, ça mère, après,
jamais arrivé. Ils nous ont offert de changer ça, puis de mettre ça bilingue, vous payez pour rapport de ça, mais pas sur le budget de la région. Et donc, en conclusion, requérir mais ne pas bannir, faciliter l'apprentissage en type des langues quand les coûts sont faibles, distinguer besoins internes et externes, ça c'était le point crucial de Marcel et Robert. Est-ce que c'est quoi l'objectif de la langue? Évaluer pour valider les choix. Et là, moi, ma question, c'est justement un peu à cette question-là, le survie du succès des petites langues par connaissance de langue internationale. C'est le slovène. J'ai rencontré le gars qui fait un politique linguistique en Slovénie quand j'étais là. Si on sait seulement slovène, il n'y a personne qui va venir acheter des services touristiques chez nous. Il n'y a personne qui va acheter des produits de nous autres. Ça, c'est sûr. Donc, on fait quoi? Il faut qu'on sache quelque chose d'autre. Historiquement, on est parti de l'Empire austro-hongrois, on sait tous l'allemand. On est parti de ça maintenant. On est parti de l'Yougoslavie à bout de temps. Là, on est un pays, on savait le russe un peu, on est parti plutôt de la sphère russe, potentiellement. Là, on fait quoi? On apprend tous l'anglais. Et probablement que la seule façon pour la Slovène de survivre, au sens où il n'y aura pas d'immigration importante, qu'il y aura des revenus qui soutiennent une culture slovène, c'est pour les Slovènes de pouvoir vendre leur capital humain, acquis en Slovène et en anglais, de pouvoir le vendre en anglais sur le marché international, soit auprès des touristes, soit auprès d'acheteurs de biens. Question. Est-ce le cas pour le Québec? Est-ce qu'il faut savoir l'anglais pour que le français survive au Québec?